Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette 6e séquence consacrée à la dramaturgie. Le thème d'aujourd'hui sera l'antagoniste, ou pour parler un peu plus simplement, le méchant dans les histoires. On a vu dans des épisodes précédents l'importance des personnages dans l'histoire, que ce soit le personnage principal ou les personnages secondaires. Eh bien, il y a un autre personnage qui est tout à fait important, c'est celui qu'on appelle l'antagoniste ou le méchant. L'antagoniste, c'est donc un personnage dont l'objectif est de contrecarrer les desseins du héros. On peut donc dire que l'ensemble des obstacles qui vont se dresser entre le protagoniste et le but à atteindre peuvent être incarnés d'une certaine mesure par l'antagoniste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce méchant, de cet antagoniste? L'idée très importante, c'est que pour qu'une histoire soit réussie, véritablement, il faut que le méchant soit réussi. Vous avez vu la citation de Hitchcock qui précède mon intervention. L'idée aussi, c'est que ce protagoniste doit bien sûr être caractérisé comme le personnage principal et comme les personnages secondaires avec beaucoup de soin. Lui aussi, vous devez lui inventer un background, vous devez définir sa psychologie, son apparence. Une autre idée forte, c'est que l'antagoniste est une sorte de contrepoint du protagoniste. Pour reprendre une formule de Hitchcock, qu'il avait donc raconté à l'occasion de son film Saboteur, sorti en 1942. Hitchcock disait que effectivement l'antagoniste s'oppose au protagoniste, et ça c'est une formule qui avait été reprise aussi par Trudy, comme dans un match, comme dans un conflit. On peut tout à fait imaginer une partie de tennis avec l'un des personnages qui renvoie la balle à l'autre, etc. Donc c'est vraiment très important que les deux personnages soient parfaitement bien décrits. Cette idée de contrepoint, on la voit par exemple très bien dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec Harrison Ford. Harrison Ford, c'est le protagoniste, bien sûr, le héros principal, dont l'objectif est de retrouver l'Arche d'Alliance, avant les nazis. Eh bien, l'antagoniste du film, ce n'est pas nécessairement les nazis, c'est plutôt un archéologue français, qui est le rival de Harrison Ford, et qui est incarné dans le personnage de René Belloc. René Belloc, qui est joué par Paul Freeman, est vraiment une sorte d'antithèse d'Indiana Jones, qui poursuit le même but, qui est également doté de compétences réelles, baratineur, séducteur, riche, particulièrement roué, et qui lui a décidé de s'allier avec les nazis pour retrouver l'Arche d'Alliance, pour son propre ego, et qui n'éprouve d'ailleurs pas de scrupules à le laisser après à Hitler, quitte à ce que ce dernier l'utilise pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Donc là, voilà une première idée, la question du contrepoint. L'antagoniste, c'est un contrepoint du personnage principal. Donc cet antagoniste, après l'avoir caractérisé, vous allez lui aussi lui donner un objectif clair. Alors ça peut être tout simplement d'éliminer le héros, mais ça peut être aussi un objectif identique à celui du héros, comme dans l'Arche perdue, ou tout à fait différent. Et puis, l'antagoniste va aussi définir l'action du récit, c'est-à-dire que tous ses comportements, toute la façon dont il va agir, va faire progresser l'histoire, afin que vraiment on soit dans une dynamique et qu'il n'y ait pas de place laissée pour l'ennui. Alors, si l'antagoniste et le protagoniste ont le même objectif, est-ce qu'il va être difficile de les dissocier ? Alors, si on reprend la formule Alors, je me suis inspiré d'une réflexion menée par Yves Lavandier dans son livre cardinal, hein, La dramaturgie, l'art du récit. S'il n'y avait qu'un seul livre à lire sur ces questions de dramaturgie, je pense que c'est celui-là. Et donc, dans un passage consacré à l'antagoniste, Yves Lavandier nous dit que, pour dissocier les deux, hein, méchant et héros, on peut d'abord se convenir du fait que le héros est celui qui rencontre le plus d'obstacles. J'avais déjà parlé de ce point dans un épisode consacré justement au conflit. Le héros est celui qui rencontre le plus d'obstacles. Et si d'aventure, le méchant et le héros rencontrent tous les deux la même quantité d'obstacles, s'il y a égalité de conflits, comme on dit, eh bien, le héros est celui qui a l'objectif le plus sympathique des deux. Et si on est encore confronté à une situation où à obstacle égal, à conflit égal et à sympathie égale, il y a un affrontement entre le héros et le méchant, eh bien, le protagoniste principal sera, si je puis dire, dans cette hypothèse de double égalité, eh bien, celui des deux qui aura eu son objectif à atteindre, désigné le premier.
Et en général, c'est le héros qui apparaît le premier dans le roman, ou du moins qui se voit décerner un objectif principal le premier, le plus souvent. Ça, c'était la première idée. L'antagoniste, c'est pas un personnage de paille, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle très important dans l'histoire, donc il faut vraiment, là encore, particulièrement le soigner. Comme disait Hitchcock, quand un film est réussi, le héros est réussi. Il n'y a pas de grandes histoires sans de grands méchants. La série Dallas est probablement une des premières grandes séries à avoir mis au centre un personnage antipathique, en la personne à travers le personnage de JR. Ce qui est très, très amusant dans cette série d'ailleurs, c'est que le personnage de Bobby, vous savez, le personnage une sorte de parangon de la générosité et de la gentillesse, finalement s'est fait voler la vedette. L'exemple de Dallas donc nous montre bien que, comme disait Truby, le méchant doit être aussi complexe et aussi intéressant que le héros. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que les grands romans, les grands films sont des récits qui marquent la mémoire parce qu'on se souvient aussi des méchants. Le film Piège de cristal, par exemple, incarne un fantastique méchant à travers ce terroriste allemand qui porte de très beaux costumes, qui est très cultivé et qui parle avec un langage très affecté. Une sorte de contrepoint donc du personnage de Bruce Willis qui lui est beaucoup plus rustique, mais qui bien sûr est très généreux et très courageux. Mais en tout cas, le personnage de cet Allemand terroriste est vraiment tout à fait réussi, ce qui fait aussi que le film a été un très grand succès. L'objectif du méchant dans l'histoire, ça va être de mettre le doigt là où ça fait mal. On a vu que le protagoniste a une faiblesse, et que cette faiblesse sert à le caractériser, mais qu'il va devoir aussi surmonter cette faiblesse, tout comme il va essayer de surmonter ses besoins fondamentaux pour s'accomplir et à la fin du récit avoir évolué. Eh bien, l'objectif de l'antagoniste est d'aider le personnage principal à évoluer en mettant le doigt là où ça fait mal, en essayant donc d'accentuer ses difficultés. Donc ce qui est intéressant quand on a un personnage qui est très puissant, eh bien, c'est de mettre un antagoniste qui va essayer d'appuyer sur la faiblesse pour diminuer la puissance. Superman est un surhomme, mais il est très faible face à la kryptonite. Et donc Lex Luthor, son adversaire, qui est un humain, sans pouvoir, lui, va utiliser la kryptonite pour essayer d'affaiblir Superman. Et on peut citer par exemple le cas du héros de bande dessinée de l'enfance de nos parents, Benoît Brisefer, un petit garçon qui a une force surhumaine, mais qui redevient aussi fragile qu'un vieillard lorsqu'il s'enrhume. Et donc évidemment, dans chacun des BD où Benoît Brisefer apparaît, il y a toujours un moment où il s'enrhume et où il perd sa force herculéenne. Donc l'antagoniste, il est là donc pour découvrir la faiblesse du héros et appuyer dessus. D'une certaine mesure, on va dire qu'il met le héros sous une pression permanente. Alors qu'il est intéressant de donner au héros un statut souvent d'outsider, un peu comme dans le film Rocky Balboa, ou dans ces polars où les héros sont un petit peu alcooliques, un peu sur la touche, un peu divorcés, un peu en indélicatesse avec leur hiérarchie. Eh bien, lorsqu'on met le héros dans cette position-là, un peu de faiblesse, c'est intéressant de mettre en contrepoint le protagoniste, le méchant, dans une situation confortable de puissance. Alors, c'est un méchant qui peut avoir un statut élevé, qui peut disposer de compétences très importantes, qui peut avoir du pouvoir ou de l'argent, ou les deux, ou tout à la fois. Et ce qui en fait un adversaire difficile à affronter. Et ce qui va rendre la quête du héros encore plus captivante, en quelque sorte. L'idée aussi, c'est que, et ça je crois que c'est le point le plus important, toutes les décisions du héros, toutes les motivations du héros doivent être cohérentes et doivent paraître justifiées. C'était Renoir qui, dans la règle du jeu, disait que tout le monde a ses raisons. Et en quelque sorte, c'est l'idée que personne ne se considère comme étant méchant et qu'un antagoniste, tout comme un protagoniste, est convaincu d'avoir raison. Et il faut absolument que vous montriez que votre méchant suit sa logique en estimant donc être dans son bon droit. Et donc, pour reprendre une formule de John Trudy, dans son livre très connu, dans son essai très connu, L'anatomie du scénario, Trudy nous explique que eh bien, tous les actes du méchant doivent être justifiés. Il dit que le méchant développe un argument moral qui doit être tout à fait convaincant, mais erroné. Et l'argument moral du méchant doit s'affronter avec l'argument moral du héros. Les deux semblant logiques,
le lecteur pouvant se dire que s'il avait été dans la situation du méchant ou s'il avait vécu le background qu'a vécu le méchant, eh bien il aurait sans doute agi de la même façon. Et c'est ça qui va donner de l'épaisseur, de la couleur, et qui va rendre votre méchant particulièrement convaincant. Et lorsque vous avez réussi, si vous parvenez à réussir à brosser un tel méchant, Trudy nous dit que eh bien, vous allez pouvoir créer un conflit absolument saisissant entre le héros et l'adversaire. Et ce ne sera pas, comme nous dit Trudy, le combat entre le bien et le mal, mais ce sera celui de deux personnages qui auront tous les deux des faiblesses et des besoins. Et donc vraiment, on ne sera pas dans le manichéisme des contes de fées, avec des méchants uniquement méchants et qui n'ont aucune espèce d'épaisseur humaine, mais on sera dans toute la complexité du réel, avec des personnages ambigus, et qui ne seront pas dans le blanc ou dans le noir, mais qui auront toutes les facettes de la complexité humaine. Voilà. Voilà quelques points que je voulais développer aujourd'hui concernant l'antagoniste. Et dans une deuxième partie, je voulais essayer de vous expliquer comment j'ai utilisé ces principes dans un roman en particulier qui est Tension extrême, que vous retrouvez aujourd'hui bien sûr en poche, puisque c'est un inédit poche. Tension extrême, c'est l'histoire d'un affrontement également entre une capitaine de police et un méchant qui est en fait un hacker. Et l'idée, c'était qu'il fallait absolument que le méchant soit extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'il maîtrise parfaitement les techniques d'attaque, les techniques de cyberattaque, et qu'il retourne contre les policiers tous leurs outils, tous leurs fichiers, qu'il bloque leurs programmes informatiques, qu'il exploite ou qu'il espionne leur téléphone portable. Donc le but, c'était de faire un roman qui aurait eu idéalement toutes les richesses possibles d'un roman à suspense, avec donc une course contre la montre, une vraie enquête policière, un drame humain très profond qui va marquer le parcours du méchant, qui va le rendre attachant finalement, parce que c'est un personnage qui a extrêmement souffert et dont les actes doivent paraître justifiés même s'ils sont parfaitement répréhensibles. Donc l'idée c'est de travailler ce conflit avec toutes ces facettes-là. Je me suis aussi inspiré un peu de la série Engrenage, qui souvent nous présente au début de la série un méchant qui en fait est aux ordres d'un second méchant, supérieur en quelque sorte, et qui est bien plus dangereux que le premier. Ça avait été particulièrement réussi, je trouve, dans la saison 2. On voit une espèce de caïd de cité, un caïd de cité qui en fait est absolument abominable, mais qui se retrouve vraiment être le larbin d'un mafiosi qui lui est encore bien plus inquiétant. Et donc l'idée en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire j'ai essayé dans Tension extrême de partir d'un méchant désigné au début, puis de créer une sorte de duel à mort entre les policiers et ce méchant, pour en fait dévoiler un méchant supérieur à ce premier méchant, qui bien sûr est tout le sel de ce livre et qui en fait s'incarne dans le visage d'une petite fille. Mais évidemment quand vous aurez lu le livre, vous verrez que vous ne verrez plus du tout le visage de cette petite fille de la même façon. Voilà, donc c'est la fin de ce 6e épisode qui était consacré donc à l'art de créer un méchant ou un antagoniste. Donc prenez bien soin de vos méchants, c'est tout à fait important. On se retrouvera prochainement dans un 7e numéro, il y en aura 8 en tout. Le 8e sera consacré à une sorte de résumé de tout ce qui a été dit précédemment. Et le 7e numéro sera consacré à une ficelle d'écriture particulièrement intéressante dans le domaine du suspense. C'est ce qu'on appelle l'effet d'annonce et le gain. Voilà. Comment mettre ces héros dans des situations absolument désespérées et comment les sortir de ces situations-là sans que ça apparaisse comme étant téléphoné ou un Deus ex machina. Eh bien, c'est un truc d'écriture particulièrement élaboré, efficace et redoutable. Et je vous en dévoilerai tous les rouages dans un prochain épisode avec en illustration un de mes derniers romans, Parasite, chez Mazarine. Merci pour votre attention et je vous retrouve de toute façon sur mon blog sylvainforge.webnote.fr. Merci à vous et à bientôt.
attendant l'été, rien de tel qu'un bon polar pour apprécier autrement un jour de brouillard comme nous en connaissons en ce moment. Ça tombe bien, Tension extrême, 7e roman de l'auteur nantais Sylvain Forge vient de recevoir le prix du Quai des Orfèvres 2018. Sylvain Forge est notre invité ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors votre livre, il est déjà disponible en poche, c'est une des particularités du prix du Quai des Orfèvres. Vous l'avez obtenu le 14 novembre, ça change tout sur le plan de l'exposition? Alors oui, sur le plan de l'exposition, ça change tout, puisque l'heureux lauréat du prix du Quai des Orfèvres bénéficie donc du soutien de la maison d'édition Fayard, qui est un très gros éditeur, bien sûr, et donc avec un ouvrage qui est imprimé à 50 000 exemplaires au départ, puis qui est réimprimé et qui connaît une très forte diffusion. Donc effectivement, c'est la chance d'avoir son livre exposé à peu près partout, en grand nombre, et donc l'opportunité de toucher un très grand nombre de lecteurs. On vous a vu notamment une du Parisien aujourd'hui en France, qui est partenaire du prix du Quai des Orfèvres. Alors, c'est un prix qui est remis par la police judiciaire, donc justement des gens qui connaissent bien le milieu des enquêtes. Vous avez choisi de parler de cybercriminalité. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce thème-là ? Oui, en effet, je m'intéresse beaucoup aux cybermenaces. J'exerce une activité de sensibilisation dans le monde de l'entreprise sur toutes ces problématiques-là. Et j'avais choisi, pour avoir un maximum de chances de gagner ce prix, d'aller là où se trouve ma zone de confort, c'est-à-dire ma bonne connaissance des problématiques liées aux cybermenaces. Et donc j'ai voulu montrer dans ce roman que la révolution du numérique qu'on connaît partout dans le monde depuis une dizaine d'années, et qui ne cesse de s'amplifier, est en train de changer à la fois le visage du crime, mais aussi les techniques d'investigation des policiers. Justement, les techniques d'enquête, en quoi est-ce que les objets connectés peuvent changer les techniques d'enquête ? Alors les objets connectés, ce sont ces objets qui sont partout autour de nous, mais qu'on ne voit jamais, et qui ont comme caractéristique d'être reliés à Internet et de recueillir toutes sortes de données personnelles sur nous. Alors ça peut être un frigidaire, une machine à café, une ampoule, un jouet, une poupée ou un bracelet de fitness, par exemple. Et tous ces objets connectés, ils vont recueillir énormément d'informations sur notre vie, sur notre mode d'alimentation. Sur notre parcours. Donc tout ça, ça va aider les policiers qui arriveront sur une enquête. Exactement. L'intrigue de votre roman, elle se passe à Nantes. Nantes, c'est une ville qui se prête au polar. On la voit plutôt normalement comme la ville de la culture. Oui, c'est la ville de la culture. C'est une ville en pleine croissance, une ville où il fait bon vivre. Mais d'une part, c'est une ville qui a mis les startups et la French Tech au cœur de sa croissance. Donc c'était tout à fait idéal pour parler de cybermenaces et de nouvelles technologies. Et puis c'est une ville, comme toutes les grandes villes, qui a sa part d'ombre, qui connaît ses difficultés, qui connaît régulièrement des affaires, des faits divers particulièrement macabres, qui choquent l'opinion et qui attirent l'attention du pays tout entier. Et j'ai eu envie de mettre en scène une affaire assez extraordinaire dans cette ville que je connais bien. Avec des objets connectés qui deviennent des armes mortelles. Nantes est le décor de ce roman, le 7e de votre écriture, de votre plume. Tension extrême, prix du Quai des Orfèvres 2018. Vous serez en dédicace à la librairie Atalante à Nantes le 2 décembre. Merci beaucoup Sylvain Forge d'avoir été notre invité. Et décidément,